Et les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un premier podcast avec monsieur Ewan. Et moi, je te laisse le présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. On va pouvoir parler de setting, c'est ton domaine, principal. Donc, go. Ouais, bah let's go. Moi, c'est Evan, du coup. Ça fait 3 4 ans que je suis dans le milieu accompagnement, consulting, formation en ligne, entrepreneuriat, etc. et business en ligne. J'ai commencé dans le closing il y a 3 ans et demi. J'ai closé pour Yomi. Euh, Après, j'ai fait pas mal de closing B2B aussi. Et puis là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a l'agence Accélérateur dans laquelle on forme des setters DM principalement pour commencer, ainsi que des closers. Et après, on les met en relation avec des entreprises comme la sienne, par exemple, tu vois. Euh, voilà. OK. Actuellement, du coup, tu es uniquement sur Accelerator ou tu as d'autres, tu continues à closer pour certaines boîtes? Comment ça se passe actuellement? Alors là, actuellement, majoritairement, le focus principal, c'est Accélérateur. On est deux associés, tu vois, on a une petite équipe, etc. Donc tout tourne très bien. Maintenant, ça m'arrive des fois, tous les 3 mois, de faire un petit challenge par-ci par-là, tu vois, parce que je sais qu'il y a pas mal de cash à prendre, et de faire un beau challenge, et que les gars, je le fais, tu vois. Mais le main focus, c'est Accélérateur. OK. Donc pour les gens qui connaissent pas, parce que là, on a parlé de setter, de closer, je pense que la plupart d'entre nous, on sait ce que c'est un closer. Il y en a qui connaissent pas trop ce que c'est un setter. Est-ce que tu pourrais expliquer? Ouais, bah, en fait, c'est simple. L'entreprise en ligne, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent. Nous, on bosse dans un domaine où le moyen de générer de l'argent, c'est surtout par un appel de vente. Il n'y a pas de site web sur lequel on peut appuyer pour acheter quelque chose. Ça passe obligatoirement par un appel de vente parce qu'on vend des produits qui sont à étiquette, donc à plusieurs milliers d'euros. Et donc, personne va payer un produit qui coûte 3 000 € en cliquant sur un site web, tu vois. Ça passe par un appel. Donc, sachant ça, pour que l'entreprise fasse le max d'argent, il faut qu'elle ait le plus d'appels de vente possible, ce qui est logique. Et donc, le rôle du secteur, justement, c'est de générer ces appels de vente-là. Pour qu'on ait le max d'appels de vente possible. Et après, donc, le closer prend le relais, il fait l'appel de vente, et puis il close la vente, et puis il y a des ventes qui tournent. OK. Ça se passe sur quelle plateforme principalement? Sur quoi tu formes toi les setters qui rejoignent ton accompagnement? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de plateforme prédéfinie. Le truc classique, on va dire, c'est Instagram. C'est-à-dire, tu prends un entrepreneur, je sais pas, un coach sportif qui a 10 000 abonnés sur Instagram. Et bien, on prend quelqu'un, on va lui apprendre à répondre correctement aux messages, à être engagé avec les abonnés, dans le but de créer une relation avec eux, comprendre leurs douleurs, leurs problématiques, ce qu'ils veulent atteindre en termes d'objectifs. Et si c'est pertinent et si on voit qu'on peut l'aider, et bien, du coup, le rediriger vers un closer et booker un appel de vente, du coup, avec le closer. C'est le truc principal. Maintenant, en vrai, les closers, il y en a qui font ça aussi par appel. Ils peuvent faire du cold call, par exemple, sur LinkedIn, tu vois. On peut mettre un setter sur School. Je fais une communauté School. Il va DM tous les membres de la communauté. Pareil pour rediriger en appel. En fait, il n'y a pas vraiment de plateforme prédéfinie. On peut faire ça partout. J'ai demandé qu'un échange humain. Maintenant, ce qui marche le mieux, ce qui est le plus connu, c'est qu'un Instagram, quoi. OK. Ouais, principalement vous formez sur la partie Instagram. Comment en fait une entreprise, elle va savoir quand elle a besoin d'un setter ou non? Ben, déjà, la première chose pour moi, c'est qu'on recrute pas un setter si on fait pas d'argent du tout. Faut déjà qu'elle ait testé son offre, qu'elle ait trouvé son positionnement, qu'elle ait trouvé son avatar client, qu'elle ait trouvé ses tarifs, qu'elle sache comment vendre l'offre, qu'elle ait déjà du coup la délivrabilité derrière qui est en place, des témoignages clients, de la trust, et qu'en fait concrètement, on sache que ce qu'elle fait, ça fonctionne et ça intéresse du monde. Et qu'elle ait du coup aussi une acquisition qui est assez élevée. On ne prend pas un secteur pour qu'il aille faire du call DM, tu vois. Ça n'a pas de sens, ça ne marchera pas parce que le call DM en vrai aujourd'hui en 2026, tu vois, c'est très compliqué par exemple. Donc, pour moi, c'est pas intéressant du tout. Et autant mettre ton énergie que tu mettrais dans du call de DM à faire du content, et après, dès que tu as arrêté de vite, pouvoir prendre un secteur. Donc ouais, pour moi, il n'y a pas de moment idéal, mais c'est en tout cas jamais avant que tu fasses plusieurs ventes par mois et que tout soit aligné et que tu te dises, OK, maintenant, j'ai trouvé c'est quoi mon offre, j'ai trouvé le positionnement de votre client, je peux scaler, j'ai la trust, tu vois. Et là, tu m'as fait faire date. OK. Ce serait quoi selon toi les qualités qu'un setter doit avoir avant de le recruter? Parce que là, si je comprends bien, voilà, c'est une personne qui va parler en ton nom dans la plupart des cas. Est-ce que tu as des personnes déjà dans un premier temps qui demandent de ne pas parler en leur nom et de, t'annoncer comme un assistant, par exemple? Ou est-ce que c'est tout le Ça temps? arrive? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, je sais qu'on fait rarement ça parce que ça marche pas aussi bien en général. Maintenant, je connais des personnes qui le font. Nous-mêmes, on a testé même pour nous, sur mon compte perso, hein, sur Insta, tu vois, de le faire. Les gens répondent beaucoup moins. Donc en général, on les fait passer pour l'entrepreneur en question, l'influenceur en question, etc.
Et en termes de qualité, mec, pour être un bon setter, maintenant, il y a les qualités de base que on a besoin pour n'importe quel membre de l'équipe, tu vois. Ça veut dire d'être coachable, forcément, de pas avoir un trop gros ego, de prendre les process de la boîte en place, tu vois, et de les mettre en place, d'être déterminé, d'être rigoureux. Ça fait de peu d'orthographe, tu vois, d'être motivé d'avoir la dalle. Enfin, ça, c'est des trucs de base, tu vois, que tu as besoin pour n'importe quel poste en vrai, dans n'importe quelle boîte. Euh, Après, spécifiquement, du coup, pour le setting, si on parle de DM setting, donc par message, bah, c'est forcément de limiter les fautes d'orthographe, intelligence sociale, parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut quand même savoir répondre correctement et pas répondre à côté de la plage, tu vois. Et puis en vrai, bah, rigueur, ouais, parce que faire les relances, il y a quand même des fois des moments qui sont un peu chronophages où pendant 1 heure le matin, tu relances tout le monde, tu vois. Donc, il faut quand même pouvoir être carré sur les process. C'est vraiment important. Et si on parle de setter call, bah là, je pense que c'est quand même quelque chose qui est carrément différent. Faut soit être vraiment à l'aise socialement, pas avoir peur de rejet, tu vois. Ou alors, ou alors, tu vois, c'est ne pas l'être, mais avoir une vraie volonté de changer les choses, tu vois, et de le devenir. OK. Tu dirais quoi aux personnes du coup qui hésitent à intégrer un setter, qui se disent: «Bon, bah, potentiellement ça va être trop compliqué, ça va me prendre trop de temps et il y a trop de risques en fait que mon business il parte dans tous les sens si j'inclus quelqu'un qui va parler à ma place». C'est quoi la crainte qu'ils auraient? Parce que concrètement, le temps, au contraire, c'est un secteur, c'est nous fait enlever de temps, tu vois? Donc c'est quoi la vraie crainte qu'ils auraient? La crainte que les personnes en fait que le setter il parle en son nom et que ça se passe mal. Bon, en fait, au début, dans tous les cas, forcément, les premiers jours, ça va pas être top. Mais après, c'est toujours la même chose, tu vois? C'est du court terme versus long terme. Donc tu es prêt à te dire pendant 3 jours, je fais un peu moins de ventes, tu vois? Et le mec fait des erreurs, mais concrètement, si tu prends un bon setter qui a bien performé, il sera souvent même plus compétent que toi, à faire ce job-là, tu vois? Heu et drivera plus de ventes. C'est juste une question de bien former le setter, tu vois? De bien l'accompagner, de prendre un mec qui résonne aussi avec ta cible. Si tu parles à des femmes, bah, prends une femme, tu vois? Si tu parles à un mec dans le domaine du mindset, bah, prends un mec qui connaît le mindset. C'est juste ça, tu vois? C'est intéressant parce que tout à l'heure du coup tu parlais de, s'occuper des relances et cetera. Aujourd'hui il y a l'IA qui est disponible, il y a des solutions de setting IA. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu en penses de ces solutions de setting IA? Je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les gens qui hésitent entre setting humain et setting IA, vers quoi ils devraient se diriger? En vrai, moi, jusqu'à maintenant, j'étais en mode: «C'est trop nul le tracing VR». Mais depuis Claude, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, là, j'ai vu des trucs vraiment vraiment bien, vraiment pas mal, qui ont été faits, qui sont vraiment lourds. Heu, donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut être contre. Je pense qu'intégrer du Sega, ça peut être très cool. Maintenant, il y aura toujours une limite, tu vois? Dans le sens où il y a toujours des moments où il faut un humain pour gérer l'IA, tu vois? Et ça, il faut toujours un humain pour gérer l'IA. Donc je pense qu'à la place d'avoir des grosses teams de setters où tu as peut-être 3 ou 4 setters pour des gros entrepreneurs, tu vois? Ça peut être pas mal d'avoir le setter IA qui va faire le gros du travail, préqualifier des prospects, peut-être faire le premier message de relance, et cetera, tu vois? Maintenant, pour aller plus loin et plus deep dans les conversations, parfois même répondre précisément à des questions précises que le prospect a, tu vois? Bah, là, ça passe forcément par un coaching humain et parfois même par des vocaux, tu vois? C'est aussi, de faire les de vocaux pour s'inspirer. Parce que beaucoup sont quand même sceptiques et demandent si: «Ah, est-ce que je parle à un vrai humain? Est-ce que c'est un robot?» Ça arrive souvent, tu vois? Je sais que des fois, l'entrepreneur doit aller faire des relances vocales et cetera, tu vois? OK. Est-ce que toi, il y a des niches où tu as vu du setting IA qui marchait pas du tout, qu'il faudrait pour certaines personnes qui sont dans ces niches-là, il faudrait éviter? Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu une expérience avec, une créatrice qui était dans la niche des relations. Le setting IA, Mmh. ça passait pas du tout. OK. Alors moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans la niche des relations avoir un très bon setting AI justement. C'est même le premier mec que j'ai vu. Heu, donc je pense que ça dépend vraiment comment tu formates ton IA, mec, hein. Ça dépend vraiment de la connaissance que tu as de ton avatar client précisément, de si tu as fait assez de setting au préalable, tu vois, qui a bien fonctionné pour bien nourrir l'IA. Je pense que c'est le plus important. Et par contre, je pense qu'en B2B, c'est beaucoup plus compliqué de OK. faire du setting IA. Et justement, du coup, comment vous avez pu intégrer toute cette partie IA, toute cette partie automatisation pour aider vos setters? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un setter, il est pas forcément obligé d'envoyer les premiers messages avec toutes les automatisations, ManyChat et cetera. Les relances aussi. Comment vous avez réussi à inclure ça et à aider vos setters avec cette partie-là qui est très chronophage? Je pense qu'un setter, en fait, aujourd'hui, ce qu'il fait le plus chier, c'est d'envoyer les premiers messages, du copier-coller
et même les Mmh. personnes n'aiment pas recevoir ça et s'occuper des relances. Comment vous, vous avez réussi à ce que les setters se sortent de cet opérationnel-là et se concentrent uniquement sur avoir des discussions de qualité? En fait, ça va vraiment dépendre des entreprises plus que du secteur, tu vois? C'est vraiment selon l'entrepreneur, qu'est-ce que lui veut faire par rapport à sa boîte, combien de leads rentrent, tu vois? Nous, je sais qu'en général, on bosse quand même peu pour le moment avec l'IA. Après, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, tu vois? Bah, tu prends ManyChat, par exemple, le classique, tu vois, pour faire les relances, pour engager les conversations. C'est la classique pour gagner un petit peu de temps. Maintenant, en fait, pour le moment, ce qui marche quand même le mieux, qu'on a vu, c'est quand même le plus manuel. Vraiment, je sais pas pour la suite, tu vois? Peut-être que plus tard, il y aura plus de résultats avec l'IA, mais au stade où on en est aujourd'hui, je vois jamais, en tout cas, l'IA surperformer par rapport à un secteur, classique qu'on prend, tu vois? Et d'autant plus que pareil, les entrepreneurs, 80 de ceux que je connaisse, ils préfèrent aussi avoir un secteur public, tu vois? Ce qu'on a. Mmh. OK, c'est intéressant parce que nous, tu vois, ce qu'on a mis en place, c'est un message vocal avec ManyChat, du coup, qui est envoyé à chaque nouveau abonné. Donc on casse cette barrière des personnes qui reçoivent des messages déjà directement après, s'être abonné. Les gens, ils commencent à comprendre et les messages écrits. On Ouais. va contrer ça avec un message vocal et on a à peu près, 76 d'ouverture sur ce message, Mmh. ce qui est Et énorme. j'imagine c'est un message où tu demandes rien et tu dis: «Bienvenue», j'imagine. On peut détacher un petit peu? Ouais, en gros, si je prends l'exemple du dans le coaching sportif, ce qu'on avait mis en place, c'était un truc du style, «Hello, hello, bah, écoute, je te souhaite la bienvenue sur mon profil. Ça m'intéresse de connaître un peu plus en détail mon audience. Est-ce que toi, tu as un objectif sportif en ce moment?» Et donc coup, on ouvre avec une question qui est assez générale, avec un Mmh. message vocal qui est envoyé dans un délai aléatoire. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que la personne s'est abonnée, on va ça s'appelle randomizer, on va faire en sorte que ça qu'il va recevoir le message de manière random à un horaire, tu vois? OK. 33 on le renvoie, il va être contacté 30 minutes après son abonnement, soit 30 minutes, soit 1 heure, soit 1 heure et demie après son abonnement. Ce qui fait OK. que toutes les personnes qui galèrent avec ManyChat et les automatisations qui se lancent pas, les gens qui reçoivent pas de messages, il y a peut-être aussi Instagram qui vous bloque. Donc faire en Mmh. sorte d'envoyer un peu après le message, c'est toujours mieux et aussi pour les taux de réponse. Et recevoir un message vocal, je trouve que c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus, ça amène à beaucoup plus de réponses. 100. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous mettez en place? Enfin, vous avez une partie où vous envoyez des messages vocaux? C'est que par écrit? Comment vous gérez l'envoi des ressources? En fait, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a testé, tu vois, de faire aux setters des messages vocaux, ça marche pas. Ce qui marche très, très bien, c'est quand c'est l'entrepreneur, tu vois, qui fait lui-même les messages vocaux, c'est ce qui marche le mieux d'après moi. Quand il est compétent, tu vois? Quand il est compétent, qu'il sait closer et cetera, qu'il a les skills, il y aura rien de mieux, tu vois, que l'entrepreneur fasse des messages vocaux, c'est la meilleure chose possible. Moi, c'est toujours pareil, c'est genre, OK, c'est tu prends Yoni, par exemple, pour vendre, la meilleure façon, c'est de faire un call one to one avec chacun de ses abonnés, tu vois? Malheureusement, s'il fait ça, ben, il aura un maximum 50 clients par semaine, tu vois? Parce que son temps, il est limité. Donc même si en termes de conversion, il y a plus de résultats là-dessus, il a autant faire un webinaire avec au moins il y a tout le monde qui vient, tu vois? OK, c'est beaucoup moins de conversion, mais à la fin, beaucoup plus de ventes. Bah, c'est un peu pareil, le setting, tu vois? C'est combien de leads tu as et par rapport à ça, mettre en place la solution la plus adaptée, tu vois? OK. C'est-à-dire que si tu as une offre qui coûte, 10 ou 20 ou 30 K, honnêtement, je pense que tu as tout intérêt à faire le setting toi-même. Tu as besoin de très peu de leads, mais tu vas passer beaucoup plus de ventes et de conversions comme ça, tu vois? À l'inverse, si tu es quelqu'un qui va vendre un produit à, je sais pas, 1 000 ou 2 000 € et que tu as beaucoup de leads qui rentrent, bah, là, mais on fait perdre, même si tu as moins de conversion, tu auras plus de résultats derrière à la fin, quoi. OK. Tu parlais de setting, phonique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Quand est-ce que c'est intéressant pour une entreprise d'intégrer ça justement? Moi, je dis tout le temps, mec. Je pense que c'est genre en fait, le truc, il est simple, c'est tu as le setting, message, OK. Pour moi, genre, le meilleur type de closing, c'est d'avoir un call de pré-qualif avant le closing. Surtout maintenant, tu vois, genre faire du hard close en un seul call, les gens sont de plus en plus habitués à tout ça, tu vois? Et moi, je trouve ça trop cool, d'avoir 2 contacts. Un call de 10 15 minutes, où déjà tu qualifies la personne, tu le chauffes, tu lui laisses après une journée, tu vois, entre le moment où il a son call de setting et le closing, pour qu'il soit bien, bien chaud et après tu l'envoies au closer. Comme ça, tu as beaucoup moins de no-show aussi. Pour moi, c'est vraiment actuellement, tu vois, l'impression d'avoir le plus de conversions.
et aussi de moins de no-show et donc d'avoir le plus de spots qualifiés pour les quotas derrière, tu vois? Comment ça s'organise justement ces pré-calls? Combien de temps ça dure? Quelles sont les questions que tu poses? En fait, c'est un call qui va durer entre 5 et 20 minutes, des fois 30, ça peut aller jusqu'à 30. Le but, c'est vraiment de closer la personne, en fait. Pour moi, c'est vraiment un closing, sauf que tu vas pas jusque la partie tarif, mais tu dois vraiment résoudre toutes les objections possibles que pose ce pays-là. Tu dois aller changer, en fait, du changement de croyance sur toutes les croyances qui sont pas bonnes et qui sont pas en notre faveur. Tu dois le faire s'engager sur le fait qu'il est prêt à, ben, changer sa vie dès maintenant, tu vois, par rapport à l'offre et mettre des actions en place, et pas agir comme il a agi depuis X temps, tu vois, et obtenu 0 résultat. Le faire prendre ses responsabilités par rapport à ça. Tu dois le rassurer et lui voir s'il a bien compris ce que vous faites, votre offre, et cetera, et qu'il est bien aligné avec ça. Et en fait, tu dois être certain que la seule problématique que tu stresser derrière, c'est les prix. Sauf que tu dois aussi savoir si tu assez bon, combien mettre de côté, et plus ou moins ce qu'il est prêt à investir. Et donc, en fait, quand tu fais ça, logiquement, le closer, mec, il stipule de l'encaissement derrière. Et c'est vraiment ce vers quoi on tend. Sans forcément lui demander directement, c'est ça qui est intéressant avec ces premiers appels, c'est que moi, en tout cas, je trouve que avoir juste un formulaire avant la réservation d'un appel, ça va pas te donner assez d'informations pour savoir si le prospect, il est qualifié. C'est-à-dire que tu peux poser une question déjà dans toutes les niches, ça ne marche pas cette question-là. Il y en a qui mettent la question du budget, ça peut pas marcher avec toutes les niches. Tu peux pas demander à des personnes qui, je sais pas, sont dans la niche des relations amoureuses, de mettre dans leur calendrier combien tu as à investir pour, l'accompagnement. Ça peut se faire et ça se fait beaucoup plus en B2B et voilà, make money, en investissement aussi, mais dans certaines niches, ça marche pas. Donc tu dois détourner avec des questions qui sont plus vagues, par exemple: «Quel métier tu fais?» Ça te permet d'avoir Mmh. déjà une. Et donc aussi, moi, ce que je trouve intéressant avec ces appels, phoniques, c'est que enfin, avec le setting phonique, c'est que ça permet d'aller plus loin dans la qualification pour savoir, en fait, ce que la personne a un peu caché dans le formulaire. Et donc il y a certains types de profils, comme je l'ai dit, tu peux pas leur demander directement sur le call et l'objectif avec un setter phonique, c'est de contourner, lui poser des questions: «OK, bah, tu as combien d'enfants? Tu es marié? Où est-ce que tu habites?» Et en fait, avec toutes ces informations-là, tu peux savoir si la personne a les moyens pour investir dans ton accompagnement. Si elle dit qu'elle Clairement. a 3 enfants, un mari, qu'elle habite dans Paris 16, tu as toutes les infos, tu vois? Mmh. Ouais, après, il y a des questions même plus précises qui peuvent facilement te permettre d'avoir des réponses, tu vois, sur le budget, en vrai. Typiquement, c'est dans le make money du Quincy, tu vois? Souvent, on fait: «OK, bah, c'est quoi l'objectif que tu recherches en termes de résultats?» «OK, moi, je veux faire 3 000 € par mois en travaillant depuis chez moi». OK, trop cool. Là, actuellement, par rapport à cet objectif-là, tu en es où dans ton job actuel, tu vois? Eux, ils vont te dire combien ils gagnent. S'ils le font pas, pareil, tu peux poser la question. OK, là, imaginons que tu arrêtes ton job actuel. Combien de temps tu pourrais assumer ton lifestyle actuel, tu vois, sans travailler, avec une Mmh. économie? Ah ben, 3 à 6 mois, tu vois, pas plus. OK, ça veut dire que là, si pendant 3 à 6 mois, tu as pas de travail et cetera, pas de revenus, dans 6 mois, tu es à sec, tu as plus rien, tu as plus d'économie, tu as plus rien. Ouais, c'est ça. OK, cool. Et là, tu sais son budget, tu vois? C'est quoi les résultats que tu as pu, que les membres de ton accompagnement, ils ont pu avoir en setting? À quoi est-ce que tu peux t'attendre? En vrai, mec, on voit tout, hein. Ça dépend vraiment de l'investissement que tu vas avoir. Déjà, un traiteur, c'est jamais du full time. Faire DM, tu peux pas faire du 8 heures par jour de DM, tu vois? C'est vraiment des mecs qui vont bosser 2, 3 heures, 4 heures maximum par jour. Il y en a qui font 1 500, 2 000 dès le 1er mois, tu vois? Il y en a qui vont faire, 400, 500 € dès le 1er mois. Donc ça dépend vraiment de eux, de leur investissement et puis du retour avec lequel ils travaillent aussi, tu vois? Donc c'est possible d'être, setter et d'avoir continué avec son job actuel? Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Après, en fait, si tu veux vraiment vivre du setting, tu vis rarement que du setting DM, tu vois? Genre moi, j'en connais pas beaucoup de gens qui vivent vraiment que du setting DM et qui font que ça. Après, ils vont vers faire du coding, par exemple, ceux qui veulent vraiment en vivre, ou alors ils créent une offre pour eux, ou alors ils font un peu du gros partenaire, enfin, peu importe. Mais en fait, faire que du DM setting, tu peux en faire, hein, mais je connais personne qui aime vraiment passer 8 heures par jour à accompagner ça, tu vois? Mmh. C'est vraiment une bonne façon de en travaillant 3 heures par jour, de faire, 1 000 ou 2 000 par mois, tu vois? Des conférences vraiment. Et justement, c'est quoi un peu les perspectives pour un setter? Sur quoi est-ce qu'il peut évoluer par la suite?
Bah, en vrai, c'est c'est ça. C'est soit après, tu passes vers du call setting. En call setting, par contre, tu peux clairement faire que ça, hein, c'est possible. Soit vers du closing, c'est le chemin classique, hein, d'aller faire du closing derrière. Soit créer ton offre à toi de peu importe ce que tu veux faire, tu vois. Soit faire go partenaire. Moi, c'est un peu tous les trucs que t'as derrière. Carrément. Comment en fait tu quels sont les différents moyens pour une personne de rémunérer un setter? Quels sont les pourcentages que toi tu recommandes? Tu as des personnes que tu payes au fixe. En fait, imaginons moi je suis un créateur. Demain j'ai envie d'intégrer un setter dans mon équipe. À quoi est-ce que je peux m'attendre sur la rémunération? En fait, c'est un truc, c'est une bonne question, mec, parce que c'est vraiment un vrai problème. Il y a tellement d'entrepreneurs qui sont en mode, OK, le mec, il fait pas de cash mensuel. Tout seul, il fait rien, tu vois, il fait moins de 10 000 € par mois. Et il se dit, j'ai recruté un setter et je vais le payer à la commission. Mais en fait, mec, qui veut passer du temps avec toi alors que ton offre, elle est pas validée, que t'as pas assez de leads et qu'en plus, t'es payé qu'à la commission. Alors, jamais de la vie, ça marchera, tu vois. Donc, moi, tu as deux solutions. Soit tu as une offre qui tourne déjà, tu fais déjà beaucoup d'argent, tout est déjà validé, tes leads qui tombent tous les mois. Dans ce cas-là, tu peux clairement aller que sur des commissions et selon le prix de ton offre, selon plein de critères, tu vois, tu mets entre 5% et 10% de com au CPR, tu vois. Soit t'es pas dans ce cas-là, tu n'es pas assez de ventes, etc. Et dans ce cas-là, tu es quasiment obligé de mettre un fixe en place, souvent minimum 500 € par mois, tu vois, de fixe, plus des commissions pour que les acheteurs soient engagés avec toi. Et après, au-delà de ça, c'est une question d'intelligence. C'est-à-dire, OK, le mec va travailler tant d'heures pour toi par jour, il va s'investir avec toi, a fait une projection. Combien de messages il envoie, combien de mecs t'as en call, combien de pourcentage de closing t'as, quel est le prix de ton offre, tu vois. OK, à la fin du mois, combien il va toucher? OK, il va toucher 200 €. C'est cohérent, un mec qui a fait 2 heures par jour avec toi, toucher 200 € à la fin du mois? Bah non, tu vois. Donc c'est pas cohérent. Donc c'est juste une question de réfléchir et fixer un revenu cohérent par rapport à son offre, son CA, tu vois, et ses préférences. Et surtout ce que j'ai remarqué après avoir bossé avec pas mal de setters, c'est que c'est des profils qui enfin, faut plus regarder le profil à la base du gars, plutôt que son expérience. On a eu un gars en commun d'ailleurs, Damien, qui pour sa première offre, bah, il a bossé avec un créateur, un coach sportif Ouais. et ce que j'ai remarqué et ce que j'ai remarqué avec les meilleurs setters, ceux qui performent le plus, c'est que ce qui est important et pour les créateurs qui nous regardent et qui veulent recruter un setter, regardez à la base de la personnalité du gars. Je pose plus de questions dans le recrutement sur qui est la personne, pourquoi elle a envie de faire de l'argent avec le setting, pourquoi c'est important de bosser avec nous et pas un autre partenaire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu avais des personnes qui avaient pas mal de skills, qui étaient fortes en setting, mais qui avaient pas forcément la dalle et notre offre, elle était pas en priorité. Ce qui fait que la personne, le setter, il nous prenait entre guillemets «sur le côté», voir si ça peut fonctionner ou s'il peut prendre un fixe, mais derrière, il était pas vraiment impliqué. Récemment, j'ai Mmh. eu un setter avec qui j'ai bossé et il avait pas d'expérience. Il avait, jamais bossé en fait en tant que setting, il avait jamais eu de business en ligne et pourquoi je suis parti avec lui alors que j'avais d'autres profils qui étaient talentueux et qui avaient ramené, des dizaines de milliers d'euros dans certaines boîtes. Je suis parti avec lui parce que concrètement, le gars il m'avait dit: «Je suis en France, je travaille à Lidl, je déteste ma vie, je veux retourner en Asie et le moyen pour retourner en Asie, c'est grâce au setting». Et donc en fait, je sais que littéralement le bonheur de la personne, il réside dans le fait de faire marcher cette activité-là. Mmh. Donc c'est un peu sa vie qui est en jeu à l'heure actuelle parce qu'il a toute sa vie qui est en Asie, il veut retourner et cetera. Donc pour les personnes qui veulent recruter, regardez vraiment ces éléments-là plus que les skills parce que c'est quelque chose qui tu peux apprendre très rapidement, selon moi, le setting. Tout le monde peut devenir setter et justement, je te raconte cette histoire pour te poser une question. Comment toi tu fais en sorte de faire passer un profil qui n'a pas forcément eu d'expérience en setting à quelqu'un qui va être talentueuse? Comment est-ce que Bah, tu la tu sais, gères au quotidien? ça, c'est vraiment la bonne question parce que pour le coup, hier soir, j'ai un mec que je connais qui me contacte, il veut recruter un setter. Bref, il y a un groupe WhatsApp avec 4 nouveaux setters qu'on a eu dans l'accompagnement cette semaine. Donc, c'est 4 personnes qui nous ont payé pour qu'on les forme en setting. Aucune des 4 n'a encore d'expérience.
Il y en a même qui nous ont rejoints hier, tu vois. Donc, le jour même qu'ils nous ont payé pour donner d'accompagnement, on crée directement un groupe WhatsApp sans qu'ils fassent déjà recruter dans une boîte, tu vois. Alors qu'ils ont zéro expérience. Pour moi, en fait, le setting, c'est pas vraiment une question d'expérience, comme tu dis. Et en fait, là, je vais aller au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, n'importe quel poste, tu vois, et pareil pour le closing, pareil pour tout ça, ça part vraiment de la personne, de son énergie, de qui elle est, de son mindset, de son identité, tu vois. Tout part vraiment de ça. Et moi, je sais que quand je recrute des gens, je sais que c'est pas la question, mais je vais m'intéresser dessus. Quand je fais des recrutements, exactement comme toi, je me base à 100% sur qui elle est, son énergie, sa confiance, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, tu vois, et le feeling que j'ai avec elle. Et tout ça, je trouve que ça, c'est 15 fois plus important que les compétences qu'elle a déjà. Parce que des compétences, ça prend extrêmement vite si t'as la bonne personne et que t'as le bon mindset, tu vois. À l'inverse, quelqu'un qui est compétent mais à qui je peux pas faire confiance, qui peut-être va faire des trucs dans mon dos, tu vois, qui va rester un mois et se barrer, etc. En fait, il n'y a aucun intérêt, même s'il est très très bon. Donc, ça part vraiment de la personne. Et pour le coup, du coup, les settings, bah, mec, je comprends très vite. Ce qu'il faut, en fait, c'est juste avoir les contacts, euh, pouvoir être mis en relation avec des entreprises qui ont besoin de toi, et quand même, effectivement, bah, avoir des feedbacks. Si tu as une entreprise avec qui bosser, des feedbacks sur ce que tu fais, et que toi, en tant que personne, bah, t'es smart, tu réfléchis bien, etc., et t'aimes le sujet, en fait, c'est déjà tout fait, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des recruteurs, ils ont des bons revenus dès les premiers mois où ils arrivent. Sur ce point-là, comment toi de ce que tu as vu, parce que tu as fait passer pas mal de tu formé pas mal de setters, tu as vu des réussites comme des échecs. Qu'est-ce qui fait qu'un setter va réussir et qu'un autre va échouer? Non, mec, ça ne le fait pas. Pour moi, c'est vraiment juste le mindset. C'est quelqu'un qui va échouer, c'est quelqu'un qui va bosser une semaine, arrêter 2 semaines, rebosser une semaine, arrêter une semaine, avoir un problème perso, rebosser une semaine, tu vois, et puis tourner en rond et jamais rien faire. Et ces gens-là, en fait, ils vont jamais passer à l'action. Ils vont jamais faire un état de prospection. Ils vont jamais passer un entretien. Ils vont passer 2 semaines à faire une vidéo de présentation, tu vois. Et ils vont juste jamais passer à l'action parce qu'ils vont tout saboter pour ne pas réussir. Euh, donc pour moi, ça dépend juste de ça. Mais du moment que tu passes à l'action, que tu es focus sur les outputs que tu sors, tu vois, et que tu prends des feedbacks en compte, bah, tu peux que réussir, tu vois. Surtout quand Mmh. on s'est mis en relation, comme on fait chez nous, et qu'en plus on fait des feedbacks. Ouais. Je pense qu'il y a ce cas de figure-là et il y a aussi les personnes qui ont trop d'ego et ça dans Mm. n'importe quel domaine, tu vois? T'en parlais, si la personne ne peut pas se poser et se dire: «OK, bon, bah, là, je vais me former, je vais apprendre mes erreurs et cetera», pourra jamais devenir un bon setter et de manière générale dans le business en ligne, ça pourra jamais marcher. Au quotidien, comment un setter, enfin, un créateur de contenu, il va pouvoir regarder son setter et se dire: «OK, il fait du bon travail». Comment il traque au quotidien? Comment il fait en sorte qu'il s'améliore? Qu'est-ce que toi tu recommandes pour la relation entre créateur et setter? Euh, En termes de résultats de performance, tu parles, ou en termes de global? Au niveau de la relation et du tracking des performances, parce qu'il y a pas mal de Ok. personnes qui incluent un setter et ils se disent: «Vu qu'il bosse au pourcentage, bah, je m'en fous, on va voir ce qu'il fait». Dans le meilleur des cas, ça Ok. marche. Bah, premièrement, déjà, moi, je pense que n'importe quel membre de ton équipe, tu dois être archi proche de lui. Tu dois vraiment le considérer. Tu dois créer une vraie relation de confiance avec lui. Lui montrer que c'est important pour toi ce qu'il fait. Prendre ce feedback en compte régulièrement toutes les semaines. Savoir dans sa vie où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il veut aller, comment il se projette avec toi, comment il se sent et quel retour il pourrait te faire. Et ça, tout le temps, chaque semaine avec n'importe quel membre de l'équipe, tu vois. Si tu ne fais pas, bah, tu auras une charme de fou. Ils vont pas rester avec toi. Il y aura pas de confiance qui va s'installer et en fait, bah, ça marchera pas. Mais là, je pense que c'est vraiment la base de n'importe quel management, c'est ça, soit d'avoir une vraie relation avec la personne, même j'ai pas envie de dire qu'il dépasse le cadre professionnel, tu vois, mais vraiment que ce soit un échange qui est humain et pas juste je fais, tu fais, je te paye, tu vois. Je pense que c'est vraiment la base, de vraiment et sincèrement bienveillant avec la personne, et être soucieux de sa réussite personnelle à lui aussi, tu vois. Tu vas faire du business, te dire, les membres de mon équipe, ils sont là, ils font ce que je veux et je les paye. C'est vraiment, on est une équipe, on avance tous ensemble, j'avance moi vers mon objectif perso, les clients qu'on a, ils avancent vers leur objectif, et la team qu'on a, on fait aussi en sorte de les faire avancer vers ce qu'ils veulent, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le mindset global que tu dois avoir. Et après, en termes de plus, typiquement, en termes de performance de ce team, une fois que c'est fait en place, qui est la base avec n'importe quel membre de l'équipe, je pense,
Bah, c'est checker ce qu'il fait, faire des VOD réguliers, tu vois, checker ben, la data, et la mettre en comparaison avec ben, toi, ce que tu fais, parce que logiquement, tu n'es pas censé déléguer le civil d'après moi sans savoir et sans en avoir fait d'abord en priorité. Et après, c'est te baser du coup sur ce qui marche, sur les conditions qui ont marché pour faire des feedbacks sur ce qui marche pas, tu vois, et à détester en permanence et avoir de bons résultats, quoi. Ah carrément. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de planifier des calls fixes avec le setter. Faut qu'il y ait de l'humain, faut que vous vous voyez en visio. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au départ avec Damien, ça se passait super bien et d'avoir surtout un EOD. Pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, bah, EOD, c'est end of the day, donc fin de journée. Donc, c'est juste chaque soir, tu fais un retour, donc des KPI, donc des indicateurs de performance, donc des chiffres concrets, la data, tu vois, de comment ça se passe sur ton travail. C'est-à-dire comment tu retranscris ce que tu as fait dans ta journée de façon chiffrée, précis, pour qu'on puisse comparer de jour en jour les performances. Pour un setter, bah, ça va être ben, à combien de personnes j'ai parlé aujourd'hui, tu vois, à combien de personnes est-ce que j'ai proposé un appel, combien d'appels du coup est-ce que j'ai booké, combien de relances j'ai faites, tu vois. C'est vraiment les trucs de base. Et après, tu peux élargir ça à combien de nouveaux abonnés s'il faut, tu vois, selon le business qu'on fait. Carrément. Pour les gens qui ont jamais mis en place de setting, qui font que de l'acquisition, soit en organique, soit en ads, de ton expérience, c'est quoi un petit peu les taux de conversion entre le nombre de conversations qui ont été commencées, alors je me doute que ça bouge pas mal, et le nombre d'appels réservés? Ça, c'est la question que je me disais, tu vois, je ne peux pas vraiment répondre parce que c'est vraiment genre ultra, c'est pas aléatoire, mais ultra variable selon l'entreprise avec laquelle tu travailles, le domaine, la thématique et comment tu fais ton setting. Et dans son pratique aussi, tu vois. Un exemple, tu prends quelqu'un qui est connu, qui a une grosse personal branding, en organique, les gens le suivent. Un exemple tout bête, si tu prends Inoxtag par exemple, tu vois. Tu prends Inoxtag, tu es certain qu'en vrai, les taux de réponse vont être fous et tu vas envoyer plein de gens en closing, tu vois. Parce que bah, c'est Inoxtag, les gens ils le savent pour qui il est, donc trop facile. À l'inverse, tu prends un mec qui est dans une thématique ultra B2B, je sais pas, dans le BTP par exemple, qui fait des ads, donc on le follow comme ça sans vraiment le connaître, on sait même pas qui c'est, et un peu à l'arrache, sans se du taf, tu vois. Ce mec-là, il aura 15 fois moins de réponses, tu vois, ce qui est logique en vrai, ce qui est normal. Donc compliqué de donner vraiment une réponse là-dessus. C'est vraiment assez variable. OK. Au niveau Je pense que des app tout ce qui compte en vrai, ce qui compte, c'est juste de te comparer, toi, par rapport à toi, euh, chaque semaine, ou faire en sorte d'aller, c'est le succès de le meilleur résultat possible, donc des questions. mmh, ouais, c'est un modèle qui est très scalable. Jusqu'à quel niveau, toi, tu sens qu'il y a besoin d'élargir la team? À partir de combien d'appels enfin, combien de temps un setter, toi, tu penses qu'il peut passer par jour sur un compte? Et à partir de quand un créateur, il a besoin d'engager un deuxième setter? Donc, pas vraiment, c'est tard. C'est-à-dire que, en général, ce que les sites aiment bien faire, en général, c'est bosser 3 heures par jour, 4 heures par jour maximum. Souvent, plus, ça devient chiant pour eux. Et, répondre à certains. Plus de par jour, tu vois, c'est pas généralement ce qu'ils aiment bien faire. Donc moi, je dirais ça. Mais après, ça arrive que les visiteurs qui soient genre ultra boosters et qui passent 8 heures par jour. Tu vois. Comment est-ce que vous faites en sorte et comment est-ce qu'un créateur, il peut faire en sorte de bien onboarder un setter? Quelles sont les informations qu'il doit absolument partager? Est-ce que le setter, il arrive déjà avec une trame ou c'est au créateur de lui fournir? Comment ça se passe dans un début de collab? Qu'est-ce que doivent ramener chacune des parties? L'entrepreneur, il doit arriver avec ben, sa vision, pourquoi il fait ce qu'il fait, la répartie client, son positionnement, son faisable, et que les visiteurs comprennent vraiment tout du business, tu vois. Ils comprennent c'est quoi la source d'acquisition, où est-ce que les ventes sont générées. Par exemple, il faut vraiment qu'ils comprennent tout l'ensemble du business, comment ça fonctionne, ce qu'on vend avec, etc. C'est vraiment le plus important. Deuxièmement, c'est vraiment comprendre à 100% l'avatar client, parce que ben, il va parler à l'avatar client, tu vois, donc c'est trop important. Et troisièmement, d'avoir des exemples de conversations de réussite, tu vois, de conversations réussies, de comment est-ce que l'entrepreneur parle à cette cible et ce qui fonctionne.
Ça, c'est du coup, d'après moi, ce que l'entrepreneur doit ramener. En plus de tout ce qu'on dit tout à l'heure, tu vois, pour bien créer une relation avec le secteur. Une fois que ça c'est fait, pareil, du coup, des process de pilier. Est-ce qu'on met un EOD en place? Est-ce que on fait tant de calls par semaine ensemble? Comment est-ce que tu poses tes questions? Enfin, vraiment, c'est vraiment à l'entrepreneur de prendre les devants et de mettre tout ça en place, tu vois. C'est lui qui doit livrer le truc, c'est lui qui doit apporter tous les profits et tout. Le tuteur, il arrive, il peut avoir son expérience, il peut avoir des scripts s'il veut, etc. Mais c'est pas vraiment son job. Lui, il est vraiment là pour prendre les process qui sont déjà en place, qui ont déjà été testés, qui fonctionnent déjà, tu vois, pour les appliquer. Et après, par contre, tu peux voir avec lui pour te dire, OK, là, prends plus de responsabilité, ou alors 50% du temps fais notre script et 50% du temps teste autre chose pour améliorer au fur et à mesure, tu vois. Ça, je pense que c'est important. Et pour un bon onboarding, bah, pour moi, c'est le premier mois. Enfin, en fait, plus que au début, plus tu dois être archi proche de la personne. Je sais que nous, quand on aborde un secteur call, par exemple, ça arrive qu'on passe 3 heures par jour au début en call avec lui, à faire les calls en même temps, tu vois. Et on call ensemble, et on reste au téléphone, on fait des feedbacks en direct. Et après, moi, je call un lead pour lui montrer comment faire, etc. pendant 3 heures par jour au début, pendant une semaine, tu vois. Au bout d'une semaine, on Mmh. fait plus qu'une heure par jour. Et au bout de 2 semaines, on fait une heure tous les 2 jours, tu vois, etc. Au niveau du setting phonique, est-ce que vous avez des logiciels en particulier? Parce que j'ai entendu parler de on-off. En tout cas, nous, on l'a utilisé avec un créateur où tu peux traquer, tu peux aller checker qu'est-ce qui s'est passé sur les calls. Est-ce que vous avez des logiciels que vous mettez en place pour les setters quand ils commencent à bosser avec un créateur de contenu? Ouais, je disais, nous, concrètement, on n'utilise pas trop de logiciels par rapport à ça. On est vraiment CRM classique. On enregistre les calls avec Loom, on les met dans le CRM, et toutes notes. Et en fait, je pense que c'est pas utile d'avoir trop de logiciels, de prendre trop de la tête au début. Ce qui compte, c'est, bah, encore une fois, c'est quoi le truc que tu as de sortir. Et commencer à avoir trop de systèmes, trop de logiciels, tout ça, c'est bien sur des grosses teams. Quand tu as beaucoup de setters, beaucoup de closers, que tu veux commencer à tout traquer pour comparer, etc., ça peut commencer à être cool. Maintenant, quand tu vois des chiffres de ouf, je pense que les choses simples, c'est Smart ça. Et même que ça peut être. Ouais, c'est carrément. Comment toi tu vois le domaine du setting évoluer d'ici par exemple 2-3 ans avec toutes les IA qui arrivent, toujours de nouveaux logiciels sur la partie setting? Comment tu verrais ça évoluer? Bah, moi, ce qui va se passer, c'est que l'IA va prendre de plus en plus de place. Euh, et du coup, ça va juste réduire le nombre de setters nécessaires par entreprise. Là où il aurait fallu être 7 setters sur une boîte, peut-être qu'il en rattrape un ou deux, tu vois. Parce que l'IA prend une grande partie du travail, il y aura moins de choses à faire. Maintenant, il y aura toujours au moins un setter pour gérer l'IA, tu vois. Donc, ça va juste être moins chronophage, plus facile, plus rapide et moins chiant à faire. Voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. C'est super cool de t'avoir, Ewan. Donc, faut savoir qu'Ewan, on bosse ensemble. C'est-à-dire que, on bosse avec son agence pour aller chercher des profils et les mettre sur les créateurs de contenu avec qui on bosse. On a un modèle qui est done for you, donc, c'est pour ça que c'est super, intéressant. Vous pouvez perdre beaucoup, beaucoup de temps dans le recrutement, je vous apprends rien, dans le recrutement et surtout dans ce qui va se passer après. Si vous n'avez pas un process de recrutement qui est clair, ça va vous prendre plusieurs mois et si vous partez avec la mauvaise personne, ça peut littéralement tuer votre business. Donc pour cette partie-là, nous, on fait appel à l'agence Day One pour aller trouver des profils qui correspondent à votre univers. Donc si vous êtes setter, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que font Ewan, si vous voulez devenir setter aussi. Et puis si vous êtes créateur de contenu et que vous avez besoin d'un setter, n'hésitez pas à prendre un appel juste en dessous pour qu'on puisse en parler et mettre, un des setters de la meilleure agence en France pour votre compte. J'espère que vous avez kiffé cette interview. Est-ce que toi, Ewan, tu avais d'autres choses à rajouter? Excuse. Mais à part ça, non, c'est très cool, mec. Merci pour l'invitation, c'était top.